Bonjour à tous, merci Anibam de nous accueillir cette année encore. Il y a 2 ans, on était avec Gaspard, on avait parlé un peu de musique. L'année dernière, on était avec Flavie, on a parlé de peinture. Cette année, on est avec Adrien, qui est à mes côtés, et qui, comme Gaspard, est de sciences politiques Aix-en-Provence. Donc c'était peut-être marqué qu'il était né à La Réunion, mais t'es pas né à La Réunion, Non, non, non. t'es Moi, né je en suis. Lorraine. Voilà, c'est ça. Donc ça va être aussi intéressant de suivre un petit peu ton parcours. C'est peut-être un petit peu moins exotique que Non, la non, c'est Réunion, ça. Ouais, mais on va découvrir des choses. Donc pendant cette demi-heure, on va vous présenter un petit peu les régions françaises. On va s'arrêter sur certaines. Le but, c'est aussi de vous montrer des jolis paysages, donc de voyager une nouvelle fois et puis de réfléchir un petit peu à des questions qui ont des liens avec ce que c'est qu'une région en France. Et puis on aura des petites choses aussi, des petites informations politiques. On verra ça pendant cette demi-heure. Absolument. Alors, du coup, l'idée de cette présentation, c'est pas forcément de faire une revue des régions dans leur entièreté. C'est plutôt d'ajouter un peu d'anecdotes, de gagner un peu en culture sur des régions que je connais moi et vraiment de vous donner mon regard sur la situation. Alors, pour commencer, j'ai une question que j'aimerais te poser, Thomas. Est-ce qu'il y a un plat typiquement français? Difficile à dire, je crois que enfin, chaque année, il y a des classements. Mhm. Il me semble qu'il y a le steak frites en un ou le couscous. Ouais. Voilà, c'est difficile de dire qu'il y a un plat typiquement français et je pense que ça symbolise justement les différences qu'on a entre les régions. Absolument, parce que là, voilà, cette année, c'était le poulet frites. Steak frites, ça devait être l'an dernier, et encore avant, c'était le couscous. En fait, justement, chaque région a un peu son plat. Donc, finalement, à chaque fois qu'on voyage, on voyage culinairement en France, et ça fait que globalement, il n'y a pas vraiment de plat typiquement français. Même si évidemment, ce sont des recettes de cuisine qui voyagent et qu'on peut manger un bœuf bourguignon dans le sud de la France et une ratatouille dans le nord de la France. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'à Noël, enfin, moi, si je prends mon expérience personnelle, je crois qu'on change un peu à chaque fois. Absolument, Alors, oui. on a souvent des escargots, mais toi, je Mm. sais pas ce que tu manges. Alors, nous, en général, on commence un peu avec du foie gras. Ça, c'est une spécialité typiquement française et que justement, on a du mal à retrouver à l'étranger parce que c'est pas forcément légal d'en produire. Mais voilà, à part la bûche de Noël qu'on mange en C'est dessert, vrai. il n'y a pas vraiment de plat commun à Noël. Et tant qu'on mange bien, finalement, on passe un bon repas de Noël. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je vous montre une carte des plats français, vraiment pour vous montrer à quel point c'est divers et notamment à quel point voyager d'une région à une autre, c'est aussi un voyage culinaire. Alors moi qui suis né en Lorraine, j'ai un peu grandi avec la quiche lorraine. Donc vous voyez juste au sud du Luxembourg la quiche lorraine et en dessous les madeleines qui sont une sorte de petits gâteaux lorrains mais qui se vendent partout en France. Et j'ai vu qu'on peut en acheter aussi en Slovaquie, donc ça c'est une bonne chose. Et toi Thomas, est-ce qu'il y a un plat typique de ton enfance avec lequel tu as grandi? Je sais pas, je regarde la carte, au point je serais entre la tarte tatin et le fromage sel sur chair, je sais pas trop. Non, difficile de répondre. Je vois les escargots, enfin, ils devraient être pas loin, les escargots de Bourgogne, là, ils sont pas. Si, ils sont sur le côté, non, on les voit pas. Voilà, donc disons que j'ai envie de goûter un petit peu tout ce qu'il y a sur Oui, la oui, carte. oui, absolument. Alors, en plus des plats, on peut maintenant se pencher un peu sur le sérieux du sujet. Euh, les régions aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile à concevoir parfois à l'étranger parce que la France a toute cette diversité culturelle. Et il y a plusieurs questions qu'on peut se poser finalement. La première, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on va associer la France à Paris alors qu'il y a une si grande diversité culturelle? Et ensuite, on va se demander quelles sont les différentes facettes de la France. Donc, j'ai articulé mon plan de cette manière. D'abord, on va parler des régions françaises de façon assez descriptive. Encore une fois, ce ne seront pas toutes les régions françaises qui seront mises en avant, mais seulement celles que je connais un peu. Ensuite, on va faire une partie qui est un peu plus historique et qui montre en fait comment la France s'est constituée euh,
par la centralisation culturelle notamment. Et donc, en fait, l'État français s'est construit aux dépens des provinces régionales. Enfin, on va faire une partie qui est peut-être un peu plus politique, qui parle des tensions actuelles entre l'État français et les cultures régionales. On va se demander si finalement les conflits qu'il y a eu sont vraiment terminés. Alors, du coup, on va commencer par une revue des régions françaises. Euh, Thomas, est-ce que tu reconnais ce monument? Oui, Mont-Saint-Michel, Hmm. bien sûr, ouais. Voilà, donc ça c'est un classique. Je pense que c'est quelque chose qui a à faire si vous allez en France. Donc c'est situé en Normandie, à la frontière en fait entre la Normandie et la Bretagne. Et donc voilà, un des monuments les plus visités au monde et sûrement un des plus grands symboles de la France. Alors, on va commencer sur une première région où j'ai choisi quelques villes que je connais bien. Thomas, est-ce que tu saurais reconnaître cette région? Oui, donc on est en effet en Normandie. Et c'est vrai que moi, quand j'ai habité en région parisienne, un peu à l'ouest d'ailleurs, c'était souvent la destination des gens de Paris Hmm. pour le week-end. Donc c'est l'endroit le plus proche pour aller se baigner ou aller voir la mer. Oui, voilà, donc typiquement, la ville de Vernon est seulement à 1 heure de train de Paris. Donc, on peut vraiment voyager, en plus pour pas cher, depuis la capitale jusqu'à la Normandie. Donc là, il y a plusieurs villes que j'ai choisies, mais avant ça, j'aimerais te demander, Thomas, est-ce que tu sais d'où vient le nom de la région Normandie? Alors non, mais tu me l'as dit hier, c'était Hein. avec les Vikings, non, c'est pas Oui, ça? c'est ça, absolument. En fait, au 8e siècle, des Vikings s'y sont installés. Et finalement se sont mêlés à la population locale et ont donné cette province qui est devenue la région Normandie. Donc c'est une région qui est riche en histoire, qui est très riche en patrimoine et où les paysages sont vraiment magnifiques. Là, j'ai choisi 4 lieux que je vais vous décrire rapidement. Je vais pas commencer par Giverny, je vais terminer par ça, on verra pourquoi plus tard. Le premier lieu dans lequel j'ai étudié pour une année, c'est Rouen. Rouen, c'est une ville magnifique. On reconnaît notamment les maisons au colombage. Donc, les colombages, c'est cette architecture particulière qu'on retrouve beaucoup en Normandie. Rouen, c'est aussi beaucoup de très beaux monuments, tels que alors on appelle ça le Grand Horloge et pas la Grosse Horloge. C'est, voilà, je ne sais même pas pourquoi, c'est une question de vieux français, hein. Encore une fois, les langues régionales ont une certaine influence sur le nom des lieux. Donc Rouen, ça c'est une ville magnifique, le centre-ville de Rouen, c'est riche en patrimoine. C'est aussi là où Jeanne d'Arc a été brûlée. Donc vous voyez, les villes de Normandie ont un grand rôle dans l'histoire et on verra ça juste après. C'est vraiment quelque chose qui fait sa renommée à l'international. Ensuite, en bas à gauche, on a la ville de Vernon. Alors Vernon, c'est pas une ville exceptionnellement grande. Euh, c'est pas la ville avec le plus de patrimoine en France ou en Normandie, mais c'est celle où je vis et du coup, je voulais vous la montrer quand même. Ici, on a les vestiges d'un pont qui a été détruit il y a des siècles. Et en fait, on a un vieux moulin qui est resté malgré tout, malgré le temps, sur ce pont. Donc Vernon, c'est une ville qui est aussi assez riche en histoire au Moyen Âge. Et on peut visiter une très belle collégiale. Donc une collégiale, c'est une sorte d'église, mais voilà. Et aussi beaucoup de bâtiments à colombage qui sont assez typiques de la Normandie. Ensuite, on a Honfleur. Bon, alors Honfleur, c'est une ville qui est portuaire, au bord de la mer. Et on y retrouve, en fait, c'est une ville qui est très fleurie. Et on y retrouve vraiment des bâtiments magnifiques, des bâtiments en bois et un port qui est vraiment très agréable. Alors, j'aimerais terminer sur Giverny. Giverny qui n'est pas une ville en fait, c'est un village qui est juste à côté de Vernon. La gare s'appelle Vernon-Giverny justement parce que Giverny est un lieu très touristique. Thomas, est-ce que tu sais pourquoi Giverny est très connu? Oui, je suis allé une fois. Il y a énormément de peintres qui ont laissé Absolument, des oui. traces Mm, là-bas. mm. Et le peintre en fait qui a fait sa renommée à Giverny, c'est Claude Monet. Donc la photo qu'on voit en haut à gauche, c'est une photo du jardin de Claude Monet, qui est vraiment un jardin très fleuri avec les nymphéas, qui sont en fait des nénuphars. Il y a dédié une œuvre qu'on voit juste ici.
Donc, Claude Monet, c'était un peintre impressionniste. Et on voit vraiment une explosion de couleurs dans ces tableaux. Et moi, je vous conseille vraiment de passer à Giverny si vous allez en Normandie un jour et de voir aussi tous ces tableaux en plus des jardins. On peut aussi visiter sa maison. Donc, c'est vraiment quelque chose de très prisé, notamment par les touristes américains et japonais. Ensuite, en fait, quand on parle de Normandie, il ne faut surtout pas oublier l'histoire. La Normandie, elle est vraiment connue à l'international pour son histoire. Alors, on a notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec le débarquement des Alliés en Normandie. C'est une région dont les côtes ont été très marquées par la guerre. Donc, sur la première photo, celle qu'on voit à gauche, on voit une photo du débarquement. Mais à droite, on voit ce qu'on appelle des bocages. Les bocages, en fait, c'est toutes ces haies entre des champs, ce qui ne se fait plus vraiment maintenant. Et en fait, ils ont été aussi rasés parce que ça a bloqué la progression des Alliés en Normandie. Mhm. Enfin, la Normandie, c'est une région historique aussi sur le plan du Moyen Âge. J'ai choisi d'illustrer aussi le château Gaillard, qui est vraiment connu. C'est un château qui est assez immense et riche en histoire. Une chose que je vous conseille aussi de faire si vous allez en Normandie, c'est la tapisserie de Bayeux, donc qui parle de l'histoire des Normands, du lien entre la France et l'Angleterre qui s'est fait à travers la Normandie quand les Normands ont envahi l'Angleterre, qui deviendra plus tard le Royaume-Uni. Donc voilà, une région qui est riche en histoire, en plus de tout son patrimoine culturel. Alors maintenant, on va passer à mes plats préférés, ou en tout cas ceux que j'aimerais mettre en avant. J'aimerais commencer par un fromage parce que j'adore les fromages. Le Neuchâtel, ce n'est pas un camembert. C'est pas la même chose. On le reconnaît à sa forme en cœur. Le goût est vraiment différent. Et voilà, c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer si vous en avez l'opportunité. Un autre plat qui est très spécial cette fois-ci. Donc on voit derrière le Mont Saint-Michel à nouveau et des agneaux. En fait, l'agneau de Présalé, c'est un agneau qui a été élevé au bord de la mer où toute la végétation prend le sel de l'eau de la mer. Et du coup, lorsque ces agneaux vont manger cette herbe salée, leur viande va prendre un goût salé. Et donc ils sont naturellement salés, ils ont un très bon goût. Et j'aimerais terminer sur le pommeau, qui est une boisson typique de la Normandie. En fait, c'est fabriqué à partir d'eau de vie de cidre et de restes de jus de pomme. Et donc, c'est à nouveau mis en tonneau et ça a une très belle couleur et surtout un goût qui est vraiment très appréciable. Donc maintenant, on va voyager un peu. On va passer à l'autre bout de la France, dans le Grand Est. Alors, la spécificité du Grand Est, c'est qu'elle réunit trois anciennes régions culturelles, la Lorraine, où j'ai grandi, la Champagne et l'Alsace. Donc, en haut à gauche, j'ai choisi une photo de Nancy. Est-ce que tu reconnais cette place, Thomas? Stanislas, c'est Oui, ça? Et absolument. ça doit être une des plus grandes Mm, mm. d'Europe ou de C'est France en tout cas. alors, c'est une très grande place, mais surtout très ornée. Donc là, on voit hein, les grandes portes avec de très belles sculptures plaquées or. Donc c'est une région qui est riche en histoire, mais qui est aussi très diverse, parce que juste à côté, enfin sur la photo d'à côté, mais pas à côté géographiquement, on a Strasbourg, donc avec à nouveau des maisons en colombage, mais avec un style architectural qui est très différent. Enfin, j'ai choisi aussi d'illustrer le massif montagneux des Vosges, qui peuvent ressembler vaguement à ce qu'on retrouve à Banska Bystrica, en termes de dénivelé, etc., de végétation. Donc c'est très agréable, on peut aller y faire du ski, c'est vraiment très sympa. Donc la région Grand Est, c'est une région qui est très marquée culturellement parce que en Alsace, on a encore des dialectes qui sont parlés, un dialecte alémanique. En Lorraine, le dialecte n'est plus vraiment parlé, Champagne non plus, mais c'est quand même une région qui a une identité culturelle assez forte. Alors, moi, j'aimerais parler un peu d'histoire parce que je suis né en fait dans la ville de Verdun, qui est située en Lorraine. En fait, en 1916, pendant la Première Guerre mondiale,
sur le front de l'Ouest qui opposait, alors en ce lieu, les Français et les Allemands, même s'il y avait aussi des troupes coloniales françaises. Il y a eu une grande bataille qui s'appelle la bataille de Verdun. Donc, c'est une bataille en fait qui a tellement duré, c'est-à-dire 303 jours, qu'elle a grandement marqué la France. Ce qui se passait, c'est que en fait, quasiment tous les soldats français qui étaient envoyés au front faisaient une petite période à Verdun, tellement c'était fatigant, et donc ça a vraiment marqué les esprits. En total, on a eu 300 000 morts, 160 000 Français et 140 000 Allemands, et avec un nombre immense d'obus tirés, 50 millions. Et en fait, ça a marqué à jamais le territoire. On voit sur la photo en haut à gauche tous les restes de cratères d'obus. Encore, il arrive encore de tomber sur des obus qui n'ont pas été explosés, des fortifications, des tranchées. Encore, ma cousine, une fois qui est allée courir dans les bois, est tombée dans une tranchée en courant. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça a marqué le territoire. Et en fait, en haut à droite, c'est aussi quelque chose qui a marqué les esprits. Il s'agit de l'ossuaire de Douaumont. Alors, Thomas, tu vois le bâtiment dans le Ouais. fond. À ton avis, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, je ne sais pas, dis-moi. C'est assez spécial. En fait, ça représente la manche d'une épée qui est enfoncée dans le sol. Mhm. L'ossuaire de Douaumont, c'est ça, en fait. On enterre la hache de guerre. Mhm. Voilà, reprise un peu de l'expression, mais avec une épée. Et donc, c'est un endroit qui sert notamment à déposer les squelettes en fait, des soldats qui n'ont pas été identifiés. Et en fait, devant, on a des centaines et des centaines de mètres de tombes. Donc, Verdun, voilà, c'est un grand morceau de l'histoire de France et ça se situe en Lorraine. Donc, si vous aimez l'histoire militaire, c'est vraiment un endroit à visiter. Il y a de nombreux musées. Donc voilà, donc on a ce lieu en particulier que je connais assez bien. Maintenant, parce que il faut aussi parler de cuisine, je vais vous parler un peu des plats dans le Grand Est que j'aime beaucoup. Alors, mes spécialités préférées, ce serait la quiche Lorraine. J'ai grandi avec la quiche Lorraine. Dans une quiche, vous avez tout votre repas. C'est bon, c'est assez facile à faire, on mange bien, c'est vraiment un fondamental, on peut en manger plusieurs fois par semaine, c'est super. Une petite gourmandise que j'aime beaucoup aussi, c'est la tarte à la Mirabelle. Donc, la Mirabelle, c'est un peu un symbole de la Lorraine. En fait, avant, la Lorraine, c'était une région qui était viticole, mais ça a été remplacé par les Mirabelles à cause de maladies dans les vignes. Et enfin, on a la tarte flambée. La tarte flambée, c'est un plat typiquement alsacien. Donc, c'est pas vraiment une pizza, c'est une base crème avec des lardons et des oignons. C'est aussi très bon. Et enfin, connu mondialement, le champagne. Ça, je ne vous l'introduis plus, vous le connaissez assez bien, je pense. Là, on va faire un grand voyage, on va passer dans le sud de la France, donc dans le sud-est, avec la Provence, Alpes-Côte d'Azur. Donc, c'est encore un mélange de provinces culturelles. À mes yeux, c'est la plus belle région de France. On a, on a vraiment des paysages magnifiques, de super petits villages, de très grandes villes avec une grande histoire, une grande culture et des campagnes magnifiques. Donc ici, au milieu notamment, on a les gorges du Verdon qui sont vraiment quelque chose d'inoubliable. En bas à gauche, on a Aix-en-Provence, la ville où j'ai étudié pendant 2 ans. Donc c'est culturellement une belle aventure d'aller en Provence à Côte d'Azur. Et il faut profiter surtout de la Côte d'Azur. Donc c'est la Côte d'Azur, c'est le littoral au sud. Et c'est aussi une région qui a une langue particulière, le provençal, donc qui est assez marquée culturellement. Maintenant, je vais parler un peu de mes spécialités provençales préférées. Évidemment, la ratatouille en premier. Je pense que la ratatouille, c'est un fondamental de la cuisine française et donc ça vient de Provence. C'est très léger, c'est très bon. Tout le monde aime bien en général. Et ça passe en été comme en hiver. Un plat un peu plus spécifique, c'est la tarte tropézienne. C'est un plat assez récent qui vient de Saint-Tropez. Donc c'est en fait la couche supérieure et inférieure, c'est de la brioche. Et entre les deux, on a un mélange entre de la meringue et de la crème pâtissière. Donc c'est très gourmand et je trouve que c'est très très bon. Enfin, pour terminer avec une boisson, quelque chose de typiquement provençal,
c'est le pastis. Le pastis, c'est un alcool anisé qui va se mélanger avec de l'eau. C'est quelque chose de très rafraîchissant. Mais le goût, on va dire que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, mais c'est quand même quelque chose à essayer aussi. Alors ici, en Slovaquie, je crois aussi un petit peu en Tchéquie, ils le prennent sans eau. Ah, Donc attention, ah oui, tu sortiras la prochaine fois. à essayer aussi sans eau, hein. Et donc, c'est aussi une région qui a de l'histoire, beaucoup de très vieilles villes. J'ai vécu à Aix-en-Provence, qui est une ville qui a été fondée par les Romains, donc c'est quelque chose de très ancien. Il y a aussi Marseille à côté. D'ailleurs, à ce propos, Thomas, est-ce que tu sais qui a fondé Marseille? Non, j'y étais cet été, Mhm. mais je sais pas. Alors en fait, Marseille a été fondée par les colons grecs. Mhm. C'est-à-dire que les Grecs, durant l'Antiquité, avaient de petites colonies dans les Gaules, ce qui était la France avant, enfin le territoire français avant. Et donc ils ont constitué ces petits ports marchands et l'un d'entre eux deviendra plus tard Marseille. Voilà. Maintenant, on va à nouveau voyager à l'autre bout de la France. On se retrouve dans une région qui est à la frontière avec la Normandie qu'on a vue plus tôt, mais elle a une spécificité culturelle qui est très marquée. La Bretagne a sa propre langue qui est utilisée assez souvent, qui est aussi enseignée en cours, donc c'est vraiment quelque chose d'important là-bas. C'est aussi des paysages magnifiques. On a de très très beaux phares, de très belles côtes. On a ces vêtements spécifiques à la Bretagne, ces vêtements folkloriques. On a de très belles villes comme Saint-Malo, où je suis allé il y a 5 ou 6 semaines. C'est quelque chose de vraiment sympa à faire en vacances. Donc une architecture typique avec des toits en ardoise et des murs en pierre. C'est vraiment une région à faire. Euh, Toi, tu disais que tu préférais la Provence. Moi, oui. je pense que je préfère la Bretagne. Bon, évidemment, quand il fait beau, Hmm. mais vous pouvez avoir des plages paradisiaques Oui, également, hein, absolument. des couleurs d'eau exceptionnelles. Hmm. Et un autre gros avantage, c'est qu'il fait moins chaud l'été, donc ça Voilà, devient de plus en exactement. plus une destination touristique pour les Français, donc que ce soit des Parisiens, des Lorrains, des Normands, etc. C'est voilà un très beau voyage euh, et aussi un voyage culinaire, puisque on va parler de nourriture à chaque région. Alors un plat typique qui existe aussi un peu en Normandie, ce sont les galettes. Alors les galettes, c'est un peu comme des crêpes, mais avec une farine de sarrasin. Et ça se mange du coup salé, donc avec notamment de l'œuf, du fromage, du jambon, etc. On peut vraiment mettre un peu ce qu'on veut sur une galette et c'est vraiment excellent. Un autre plat qui cette fois-ci est typique de la Bretagne et qui d'ailleurs a un nom breton, c'est le Queen Gaman. Donc si on devait résumer la chose, c'est du beurre et du sucre, c'est excellent. Alors il ne faut pas en abuser pour notre santé, mais c'est vraiment très très bon. C'est voilà un plat à essayer aussi. Maintenant, on va parler un peu rapidement de la Corse. Thomas, tu as été en Corse Oui. durant ces vacances. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, écoute, moi, j'y suis allé fin juillet, début août, Mhm. et les gens là-bas disaient justement que le mois de juillet n'avait pas été très bon au niveau des chiffres Ah touristiques. oui? Alors, c'est intéressant parce que comme c'est une île, en fait, il peut y avoir des difficultés à arriver Mhm. sur cette île. Et il suffit de baisser le nombre de bateaux ou d'augmenter le prix de la traversée. Même chose pour l'avion, j'avais regardé les prix, c'était excessif. Donc voilà, il se posait pas mal de questions cette année. Et voilà, le fait que ce soit insulaire, comme ça, une île, ça pose pas mal de questions au niveau touristique. Mais c'est vrai que ça reste une destination très prisée. Mhm. Alors, on a aussi l'Île-de-France qui est le centre en fait politique de la France. Et là, on va ensuite faire une partie qui est plus historique où je parlerai un peu de la centralisation en France. C'est vraiment le centre politique et économique du pays, même s'il y a eu des politiques de décentralisation. Donc, on a ici une photo de Paris. Voilà, je ne vous présente plus Paris, c'est le symbole de la France. Maintenant, justement, dans cette partie qui est un peu plus historique, je vais parler de l'histoire de la centralisation et pourquoi c'est si important concernant les régions. Donc, le processus de centralisation, il remonte à très longtemps.
Il a commencé avec les premiers rois français. Finalement, la France telle que l'on connaît n'existe vraiment que depuis la Révolution française. Avant, c'était le Royaume de France, où les provinces avaient plus de particularités culturelles, où l'unité était un peu moins forte qu'aujourd'hui. Un des grands actes fondateurs de la France, c'est notamment l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qu'on voit en bas à gauche, qui a été éditée par François Ier en 1539 et qui fait du français la langue officielle de l'administration française. Donc on passe du latin au français ou des langues régionales au français. Donc ensuite, on a eu vraiment l'étape de la Révolution et il y a ce mouvement qui s'appelle le jacobinisme qui en fait a poussé à détruire des particularités régionales pour faire de la France un État plus fort. Donc c'était un objectif qui était à la fois militaire, où on cherchait vraiment à avoir une armée qui parle la même langue pour des raisons pratiques. Il y avait aussi des raisons idéologiques, où on se disait qu'un peuple uni, c'est un peuple qui partage la même langue. Et donc quelque chose qui a fait vraiment débat et qui a causé beaucoup de tort, c'est que l'usage de langues régionales a été interdit à plusieurs reprises durant l'histoire de France, et ce qui a fait qu'en fait beaucoup de cultures et de langues régionales se sont éteintes. Donc les langues régionales, c'est quelque chose qui sont revenues avec le temps, malheureusement assez récemment. Il y a eu notamment en 1975 l'enseignement des langues régionales qui a été réintroduit seulement en 1975. Donc on a eu une période de presque 200 ans où ces langues n'étaient plus instruites. Et du coup, il y a aussi la Charte européenne des langues régionales de 1999 qui renforce la protection des langues régionales. Donc elles ont aujourd'hui un peu de légitimité. Donc ces langues régionales, ça c'est juste une image histoire de vous montrer la diversité des langues. On va pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps. Alors maintenant en troisième partie, c'est une partie qui est un peu plus politique. Il y a des tensions qui sont dues à plusieurs problèmes qui sont assez spécifiques aux régions en question. On va essayer d'en parler rapidement. Donc, le premier problème, c'est qu'en 2015, il y a eu une fusion de plusieurs régions et finalement, beaucoup de régions culturelles se sont retrouvées dans une même entité. C'était notamment le cas du Grand Est qu'on a abordé et que je connais assez bien, où la Champagne, la Lorraine et l'Alsace, avec des cultures différentes, se sont retrouvées sous la même entité politique. Donc ça remet en question un peu l'échelle régionale finalement, parce que il est légitimé par la culture des régions. Alors que si l'on mélange des régions qui n'ont rien à voir culturellement, voilà, ça peut donner naissance à des contestations. Et c'est notamment le cas en Alsace. Donc on voit en haut des manifestations pour l'autonomie de l'Alsace. C'est quelque chose qui existe encore, mais qui est quand même assez marginal en Alsace. En revanche, en Corse, c'est quelque chose qui est assez marqué. On ne cherche pas forcément une indépendance en Corse, mais plutôt une autonomie. Et donc, c'est quelque chose qui donne lieu souvent à des manifestations. Et c'est quelque chose qui progresse pas à pas. La Corse a son statut propre. Donc, c'est pas une région, mais ça a les responsabilités d'une région. Ils ont leur propre parlement. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe. Et donc, dans leur majorité, ils ne cherchent pas vraiment l'indépendance, mais plutôt l'autonomie. On a aussi la Nouvelle-Calédonie, un territoire d'outre-mer où là, il y a eu 3 référendums sur l'indépendance qui ont donné une réponse négative. Donc c'est un sujet qui est aussi intéressant, mais que je ne vais pas développer aujourd'hui. Enfin, on peut attaquer le sujet des inégalités régionales. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important en France. On a notamment le cas de la diagonale du vide. C'est une zone en France, là où on voit tous les pays bleus sur la carte, où il y a très peu d'habitants. Il y a ce qu'on appelle un phénomène d'exode rural, où beaucoup de Français ont tendance à aller vers les grandes villes. Donc les régions, c'est quelque chose d'assez inégal. Oui, et peut-être pour conclure, Mm. Adrien, en fait, tu as parlé de centralisation et c'est Ouais. vrai qu'il y a une période où tout le monde voulait un peu aller à la capitale, tout le monde voulait aller vivre à Paris, Mm. notamment profiter de toute cette vie culturelle. Et aujourd'hui, notamment,
avec le Covid. Mm. Les gens ont voulu un peu fuir Paris, Oui, et aujourd'hui encore, et on se retrouve avec toute une partie, notamment à l'ouest, tout ce qui est entre Nantes et Bordeaux, où les gens aiment vivre ou aimeraient vivre, hein. Donc absolument, oui. ça change complètement ces liens comme ça de déplacement de population, et c'est quelque chose qui est intéressant. On va voir comment ça va évoluer. Mm. Absolument. Donc, on vous remercie pour votre attention. Et à l'année prochaine. À Bonne l'année fin de prochaine. journée. Bonne fin de Au journée. revoir à tous. Au revoir.